Dans une ville comme Montréal, les problèmes de circulation sont aigus. À chaque jour, plus d'1 million d'automobilistes entrent ou sortent de l'île. Et chaque année, plus de 50 000 automobilistes supplémentaires envahissent la grande région de Montréal. Le monde de l'automobile se porte bien. Celui des voies rapides, un peu moins. C'est Cavendish pour l'échangeur de Carré, débordement Métropolitaine Est, Métropolitaine Ouest à partir de... Mais je pense que c'est à peu près impossible de ne pas arriver à ce gâchis-là. Le problème du réseau montréalais, c'est pas tellement le réseau que les ponts. C'est les ponts qui sont le problème. Les monstres des années 50 et 60, et ça se fait à peu près partout. Hein. Il n'y a pas juste à Montréal ou à Québec, l'ensemble des pays développés. Donc, c'est vraiment une tendance très marquée actuellement de redessiner, de réaménager ces équipements-là. Avec ses 1,8 million d'habitants répartis sur 500 km², l'île de Montréal est densément peuplée et fortement urbanisée. La situation devient donc extrêmement compliquée lorsqu'il faut faire circuler autant de monde sur un si petit territoire. Le système routier est alors très vite dépassé. Le réseau des autoroutes montréalaises forme un immense quadrilatère composé des autoroutes métropolitaines, des Carrés, Ville-Marie et 25. À cela s'ajoutent les autoroutes 13, 15, 520, ainsi que l'autoroute Bonaventure, la route 138 et une petite portion de l'avenue Souligné. D'une longueur de 140 km, ce réseau regroupe une importante concentration de structures complexes et enregistre les débits de circulation les plus élevés au Québec. Sur les moniteurs, on a les images qui nous proviennent de nos caméras. Nous avons présentement 117 caméras installées sur le réseau extérieur de la grande région de Montréal. Ces autoroutes et structures ont alors été construites à un train d'enfer. Il y avait l'Expo 67 qui s'en venait. Il y avait l'autoroute transcanadienne qui était mise en marche. Il y avait l'activité économique qui avait progressé depuis le début des années 60. Et donc, il y avait plus d'automobiles qu'il y en avait. Et puis nos routes, mettons, qui étaient pas... Il n'y avait pas d'autoroutes dans le temps, mais c'était un peu bloqué partout. C'était des routes très dangereuses, tout ça. C'est ça qui a amené, mettons, cette construction-là. Aujourd'hui, les débits de circulation sont à la hausse partout sur le réseau. La plupart des axes autoroutiers enregistrent des volumes de circulation supérieurs à 100 000 véhicules par jour. Entre 6h et 9h le matin, par exemple, jusqu'à 200 000 véhicules prennent d'assaut l'une des 15 entrées sur l'île de Montréal. Le réseau routier montréalais est donc en constante heure de pointe. Les autoroutes et les voies rapides ressemblent à des rivières déchaînées qui drainent tout sur leur passage. Ils ont fait une césarienne dans tout le quartier jusqu'à l'autre bout, à 7 km d'ici. Un coup d'épée. Ils ont ouvert le ventre de la ville. Ils n'ont jamais recousu. En fait, on a fait les mêmes erreurs que partout, c'est-à-dire qu'on s'est imaginé qu'on pouvait implanter des infrastructures de cette taille-là sans causer trop de ravages dans les tissus qui étaient traversés. La saturation des tronçons et des ponts du réseau autoroutier de l'île de Montréal est devenue un casse-tête quasi insoluble. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Peut-on réparer les erreurs du passé? Et si oui, à quel prix? Mais pour bien comprendre toute l'histoire d'horreur que vivent aujourd'hui les automobilistes, coincés soir et matin dans des embouteillages monstres, il faut d'abord se rappeler la grande histoire d'amour qu'ont toujours eu les Québécois, justement, avec l'automobile. En fait, dès les années 1920-1930, on commence à réaliser que l'automobile va changer complètement nos modes de mobilité et on est conscient qu'on va devoir avoir un réseau routier adapté à l'automobile et à ses particularités. Après la guerre, le parc automobile montréalais s'accroît à la vitesse de l'éclair. Il passe de 171 240 véhicules à plus de 500 000 10 ans plus tard.
En 1975, il dépasse les 2 millions. Les Québécois et surtout les Montréalais se motorisent. L'automobile est synonyme de liberté. On peut vivre et travailler où l'on veut. L'automobile règne. Le système routier ne suffit déjà plus, lui. Maintenant, on ne peut pas dissocier l'automobile de d'autres inventions, d'autres progrès dans le domaine électronique, entre autres. Le fait que la radio, la télévision, le téléphone, etc. se rendaient en périphérie favorisait aussi le développement de la périphérie. Mais l'automobile devenait un élément essentiel pour assurer le développement de la région. Ça a joué énormément. On était une société qui se modernisait. On était une société qui entrait de plein pied dans la société de consommation à l'américaine. Donc, c'est évident que ce qui se passait chez nos voisins avait une influence considérable ici. On aspirait à une modernité à l'américaine. Donc, évidemment, on a emprunté assez tôt les voies qui étaient déjà empruntées par les Américains. Et pourtant, le Québec, qui était en retard comparativement au reste du pays, avait littéralement mis les bouchées doubles pour se doter d'un réseau routier efficace. Ainsi, en 1910, on crée la première route bétonnée au Québec entre l'île de Montréal et le village de Sainte-Rose, la future 117. Elle est suivie d'une série de routes de ceinture autour des îles. La 37 pour l'île de Montréal et la 38 pour l'île Jésus, aujourd'hui Laval. Et dès 1920, la voirie devient l'une des grandes priorités de l'État. À partir de Montréal, les routes pavées rayonnent dans tous les sens et les ponts se multiplient, permettant aux Montréalais de quitter leur île. Les citadins découvrent la campagne. La banlieue est née. La banlieue était attirante. Dès les années 1950, on assiste aux premières vagues de migration de la classe moyenne qui avait accumulé une certaine richesse pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui pouvait se permettre d'accéder à la propriété, d'autant plus que le gouvernement fédéral, avec la Société canadienne d'hypothèque et de logement, avait mis en œuvre des programmes qui facilitaient l'accès au crédit. Oui, mais c'est toute la mentalité de l'époque qui est comme ça, dans le sens que il y a des économistes qui disent on va vers une ère d'abondance. La pénurie qui a toujours été la base de l'économie, c'est quelque chose qui est terminé. Donc l'avenir ne peut être qu'un avenir de richesse. Et tout le monde, malheureusement ou heureusement, pensait de cette façon-là. Rapidement, le béton devient un matériau de premier choix lorsque vient le temps de rénover ou carrément de construire des autoroutes et des échangeurs en milieu urbain. Et cela, hier comme aujourd'hui. L'avantage du béton se situe principalement pour sa résistance à l'orniérage. Le béton n'ornière pas, n'a pas tendance à se déplacer. Étant un matériel très rigide, il n'a pas tendance à se déplacer sur les passages des véhicules lourds. Donc les ornières ne se créent pas. Pour ce qui est des nids de poules, ici on a un béton armé continu. C'est une technique qui a été utilisée en 2000 et de nouveau en 2003 et 2004 sur l'autoroute 40. C'est une technique où la chaussée béton coûte encore un petit peu plus cher parce qu'on lui met énormément d'armature. Plutôt que d'avoir des joints à tous les 5 mètres comme les dalles de béton, les dalles usuelles qu'on a au Québec, qui sont des dalles courtes, les endroits où on ne veut vraiment pas retourner pour aucune intervention, même pas de scellement de joints ou de réparation de joints, on fait du béton armé continu. La géométrie n'a pas varié beaucoup. Mettons, la géométrie des autoroutes est restée à peu près constante. Mais ce qui changerait, c'est que, par exemple, les bétons, on a des bétons qui sont beaucoup plus résistants maintenant au gel et dégel. On a des bétons qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus que les bétons qu'on avait auparavant. On a des aciers d'armature qui sont aussi beaucoup plus forts. Et puis aussi, on aurait, je pense, beaucoup plus de béton précontraint qu'on en a eu dans le temps. Les chaussées béton, c'est complètement différent. C'est une chaussée qui est rigide. Donc, c'est la dalle de béton qui reprend les charges. Elle ne plie pas sous les charges. Elle reste à sa position et transmet très peu d'efforts à la fondation. Par contre, donc, dans un pays où on n'aurait pas de cycle gel-dégel, la dalle de béton pourrait être faite sur une fondation d'à peu près 200 mm, puisqu'elle ne transmet pas de charge à la fondation. Ici, au Québec, comme on a des cycles gel-dégel, il faut quand même avoir une bonne fondation bien drainée. Cette fondation-là ne sert qu'à ne pas être gélive, à éviter que la dalle se déplace sous les phénomènes de gel-dégel. L'utilisation du béton précontraint permettra même une nouvelle technique de construction de piliers d'échangeurs.
Si, par exemple, pour les piliers, c'était des coffrages grimpants, au lieu de faire des coffrages, mettons, qui avaient toute la hauteur, on avait des coffrages qui avaient à peu près 5 pieds de hauteur, mais qui montaient avec la coulée. Des coffrages grimpants. Ça, c'était une des techniques les plus nouvelles à ce moment-là, qui est maintenant une technique très connue, mais qui était, mettons, à l'avant-garde à ce moment-là. L'implantation d'un véritable réseau routier métropolitain s'amorce en 1958 avec l'inauguration du premier tronçon de l'autoroute des Laurentides entre Montréal et Sainte-Rose. L'année suivante, cette autoroute est prolongée jusqu'à Saint-Jérôme. Sur son chemin, elle traversera un grand nombre de petites agglomérations toutes neuves. L'autoroute des Laurentides est une autoroute à destination touristique et de loisirs. Il faut se placer dans le contexte de l'évolution des choix de loisirs de la société. Les Laurentides sont un terrain de jeu pour les Montréalais, mais au surplus, les Laurentides sont une destination touristique, notamment pour les Américains. Un autre événement marque l'histoire du développement routier de Montréal. L'exposition universelle de 1967. Dès qu'on annonce le choix de Montréal, on se rend compte du nombre incroyable de visiteurs potentiels. S'ensuit alors une orgie de construction de routes et de voies rapides qui convergent toutes vers la métropole. Donc, il y avait énormément de pression, d'autant plus qu'on attendait des dizaines de millions de visiteurs. Donc, il y avait beaucoup de pression pour qu'on réalise le réseau autoroutier et qu'on le rende efficace dès l'inauguration de l'Expo. L'autoroute des Cantons de l'Est est ouverte en janvier 1965 jusqu'à la rivière Richelieu. L'autoroute 15 jusqu'à l'État de New York en 1966. En décembre de la même année, l'autoroute 20 est complétée jusqu'à la frontière ontarienne et le tablier du pont Mercier, lui, est doublé de largeur. Parallèlement à ces chantiers, le gouvernement fédéral avait déjà entrepris la construction de la Transcanadienne. Localement, un premier tronçon est même inauguré à Kirkland en 1963. Évidemment, ça amenait un changement radical dans les patrons de mobilité de ces agglomérations-là. Maintenant que la toile est tissée autour de Montréal, que les autoroutes sont aux portes de la métropole, la question devient donc incontournable. Doit-on construire des autoroutes jusque dans la ville et pourquoi ne pas la contourner? Oui, mais j'ai l'impression que les municipalités, c'est une certitude, des municipalités périphériques de la rive sud et de la rive nord de la ville de Montréal n'étaient pas intéressées à avoir des autoroutes. Et graduellement, ils ont commencé à s'en rendre compte que c'était absolument utile et nécessaire si vous voulez vivre conjointement avec le centre-ville. Mais encore une fois, manque de planification, manque de coordination, création de ponts, etc., c'est parfait. La question devient donc pertinente quand on sait qu'à l'époque, Montréal est la seule grande ville canadienne qui ne possède pas de beltway, c'est-à-dire de voies de contour permettant d'éviter la zone urbaine densément peuplée. On a toujours cru qu'une telle voie aurait comme effet pervers d'éloigner les visiteurs de la métropole et porter atteinte à son économie. En fait, les premiers projets à Montréal, c'était des voies de contournement. L'autoroute des Caries, l'autoroute métropolitaine, c'était véritablement pour contourner le centre. Et même l'autoroute Ville-Marie, il faut se rappeler qu'à l'origine, l'autoroute Ville-Marie avait un tracé, surtout dans la partie centrale, qui devait emprunter l'axe de la rue de la Commune, ensuite se déployer parallèlement au canal de la Chine. Donc, on avait véritablement l'intention de contourner la ville. Le problème, c'est que dans certaines parties, la ville était déjà installée, comme dans la partie sud de l'autoroute des Caries, où il y avait déjà un quartier qu'on a dû traverser, alors qu'au nord, on était en plein champ. L'autoroute métropolitaine, la même chose, elle était en plein champ, sauf dans la partie à la hauteur des rues Saint-Hubert jusqu'à Saint-Laurent. Les urbanistes faisaient alors face à une situation complexe. Montréal est sur une île et le centre-ville est coincé entre la montagne et le fleuve dans un espace densément peuplé d'à peine 3 km². Comment arriverait-on à insérer les autoroutes dans la trame urbaine? Je dois dire qu'on était très peu conscients
très très peu conscients qu'on cherchait des corridors, puis on marchait dans la ville, puis on cherchait des corridors, mais c'est comme si l'autoroute était quelque chose de valable, quelque chose d'important, quelque chose d'avenir. On pensait jamais aux conséquences que ça pouvait avoir, notamment sur l'habitat, sur les communautés humaines. Ça, on y pensait pas. Moi, personnellement, je pensais pas. Et il faut se rappeler de ce point de vue-là que le modèle autoroutier qui servait un peu de référence, c'est le modèle américain. Et que les grandes autoroutes américaines avaient, outre leur fonction urbaine, avaient des fonctions stratégiques. Les autoroutes américaines visaient à permettre d'évacuer les populations urbaines en cas d'attaque nucléaire. Et les grandes autoroutes interurbaines visaient à déplacer notamment le matériel militaire le plus efficacement possible. Les ingénieurs, urbanistes et politiciens de l'époque ne le savaient pas encore, mais ils s'apprêtaient alors à enclencher la construction d'une des plus longues autoroutes en milieu urbain au Canada, mais aussi la plus meurtrière en Amérique du Nord, la métropolitaine. Avec l'Expo 67 qui se profile à l'horizon, le gouvernement prend conscience que le Québec est en retard, très en retard, et se lance alors dans une véritable frénésie de chantiers de construction de routes. L'Ontario était très avancé, puis nous autres, de reculons. En fait, ça dépendait un peu de M. Duplessis, qui avait économisé énormément d'argent, lui, il avait été battu en 1939 parce que les banques avaient refusé de lui prêter. Alors, il s'est arrangé, quand il a repris le pouvoir en 1944, de ne jamais rien devoir aux banques. Pour rien devoir, il ne construisait pas. Soudainement, sur une période de 9 ans suivant l'ouverture de l'autoroute vers les Laurentides en 1959, 11 nouveaux ponts sont construits autour des îles de Montréal et Jésus et 6 grands axes routiers sont inaugurés avec leurs multiples raccordements. Montréal est littéralement encerclé d'autoroutes. Maintenant, il ne reste plus qu'à les faire entrer dans la ville. Mais par où passer? Dans le milieu urbain, c'est justement de trouver le corridor de moindre résistance, le corridor qui va causer le moins de troubles, le moins de tort possible, et puis qui va aussi, il faut trouver les entrées et les sorties. Il faut savoir, est-ce qu'on sort, mettons, à l'université ou on sort, mettons, un peu plus loin. Il faut trouver aussi, il faut s'adapter vraiment au réseau routier, au réseau des rues de la ville. Le passage d'une autoroute en milieu urbain provoque toujours des effets perturbateurs. Mais à Montréal, comme le Mont-Royal rend difficile la traversée de l'île d'est en ouest, on privilégie alors la construction d'une voie surélevée derrière la montagne, la métropolitaine. Et en fait, dans un premier temps, on songeait à transformer le boulevard métropolitain sur lequel on travaillait à la fin des années 50 en axe ou en tronçon de cette transcanadienne-là. Mais éventuellement, il y aura, pour toutes sortes de raisons, notamment de tractation entre les paliers supérieurs de gouvernement, il y aura un déplacement de l'axe de la transcanadienne vers l'autoroute Ville-Marie, vers l'autoroute à Sud-Ouest et la traversée du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, ça amènera une reconfiguration des projets autoroutiers montréalais parce qu'on abandonnera le tracé original de l'autoroute métropolitaine. L'autoroute métropolitaine traverse 11 municipalités de l'île de Montréal, depuis Pointe-aux-Trembles à l'est jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue à l'ouest. Elle s'étend sur 52,8 km de longueur, dont 4,8 km à l'intérieur même des limites de la ville. En fait, on est allé très, très rapidement, dans le sens que le métropolitain, c'était l'ancien chemin du roi de l'île de Montréal. Puis on a uniquement créé, en fait, une autoroute au-dessus. Dans le cas de Décarie, c'était un boulevard, donc on a démoli tout un côté, puis on a descendu. Tout ça se faisait à une vitesse absolument folle. Mais nous étions convaincus, notamment à Décarie, en disant, c'est en dépression, il n'y aura pas de problème, même ça va favoriser beaucoup les gens, en le temps de le dire, ils vont se rendre faire du ski à Saint-Sauveur. C'est ça la mentalité, disons, à l'époque. On n'a pas vu venir du tout la dégradation que ça ferait sur les quartiers périphériques, comme on le constate aujourd'hui. L'autoroute métropolitaine est composée de 3 voies rapides dans chaque direction. Comme le tracé est complexe, chaque intersection exige des travaux d'embranchement particuliers. Dans certains cas, on a simplement fait passer la rue transversale sous l'autoroute, alors que pour d'autres cas, on a dû bâtir des ronds-points en surface, des viaducs et des voies étagées.
Inaugurée en 1958 pour moins de 175 millions de dollars, une aubaine à l'époque, la métropolitaine devient vite une des autoroutes urbaines les plus achalandées au pays, mais aussi une des plus meurtrières. À une certaine époque, on y enregistre 4 fois plus d'accidents que sur toute autre autoroute nord-américaine. La rapide surcharge de trafic, combinée à une conception douteuse, compte pour une bonne part dans le nombre élevé d'accidents. On ne peut pas blâmer les concepteurs du temps parce que ça s'est fait, mettons, avec les moyens du bord à ce moment-là. Devant ce triste bilan, plusieurs voix discordantes s'élèvent. La métropolitaine est défectueuse. C'est lorsqu'il y a congestion totale. C'est là qu'on doit se frayer un chemin, se faire une 4e voie, puisqu'il n'y a pas d'accotement sur la métropolitaine. Là. On parle toujours de la portion surélevée, qu'il n'y a pas d'accotement. Plus loin, il y en a monté tout de suite. La largeur des pistes de circulation et la longueur des bretelles d'accès et de sortie sont insuffisantes. On y trouve même des sorties par la voie de gauche rapidement jugées très périlleuses. Les policiers et les ambulanciers éprouvent de sérieuses difficultés à se rendre sur les lieux d'un accident puisque ni le boulevard ni les voies latérales n'ont été pourvus de corridors réservés aux urgences. Un piège, on réussit tout le temps à s'en sortir, mais on doit travailler fort des fois. Là. Et on doit stresser les gens. Parce que plus qu'il y a de circulation, plus qu'on va activer la sirène et plus c'est stressant pour tout le monde. Il est sûr, mettons, que l'autoroute métropolitaine, il y a certains problèmes. Les problèmes, mettons, pas des courbes mais des segments droits, le manque d'accotement sur l'autoroute, le problème des entrées qui sont devant les sorties, qui causent, mettons, des problèmes de cafouillage d'automobile. Il y a aussi les sorties à gauche. Toutes sortes de choses, mettons, là, qu'eux ont fait parce que ils ne voulaient pas dépenser trop d'argent. Il n'y a pas assez de budget pour faire l'autoroute de façon un peu plus avancée. Il y a beaucoup de congestion lorsqu'il y a une rampe d'accès. Alors, les gens qui veulent accéder à la métropolitaine, ça va occasionner un petit ralentissement. Là, on le sait, à force de travailler avec la métropolitaine, on sait qu'à l'approche de telle rampe, ça va ralentir un peu, on va avoir plus d'affluence. Alors, tout ça, on apprivoise. Hein? On apprivoise la route avec les années. Là. À la fin des années 60, on corrige une première fois le tir en construisant des garde-fous plus hauts et plus robustes, ce qui réduit considérablement le nombre de voitures qui passaient par-dessus le minuscule parapet des parties surélevées de l'autoroute. Ce parapet est à nouveau relevé en 1997, l'accumulation de neige et de glace le transformant en véritable rampe de lancement pour les automobilistes. On modifie régulièrement la structure, dont l'élargissement de portions de voies en 1979 et la construction de voies de refuge en 1989. Au début des années 90, on entreprend des réparations majeures à la dalle et à la surface de roulement. La métropolitaine comme telle, la réflexion qu'on a procédée, c'était au niveau des joints d'expansion, les plafonds qui étaient délaminés, les colonnes qui étaient fissurées, et on a pu constater que les barres d'armature avaient quand même gonflé et fait éclater par le même phénomène le béton. Ici, c'est une section que nous avons réparée. Nous avons fait un trait de scie. On a démoli cette partie-là au marteau-piqueur. Et puis, nous avons par la suite remplacé et nettoyé les barres d'armature. Par la suite, nous avons installé un treillis métallique galvanisé et on a appliqué le béton projeté comme pour restaurer, si vous voulez, la colonne telle qu'elle était originale. Le vieillissement d'une autoroute, c'est toujours le même phénomène qu'on voit, c'est au niveau des joints d'expansion. On voit l'infiltration des eaux, surtout l'hiver. Vous avez des mélanges avec le sel, le calcium. C'est le problème qu'on vit partout les autoroutes et les voies élevées.
Moins d'un an après sa mise en service, le 23 janvier 1960, l'autoroute métropolitaine suffit à peine à la tâche. À cette époque, aux heures de pointe, elle atteint déjà sa pleine capacité avec 8300 véhicules à l'heure. Aujourd'hui, l'autoroute métropolitaine accueille quotidiennement jusqu'à 172 000 véhicules. Ce monstre urbain ne dort jamais. Et c'est ici, du centre de gestion de la circulation du ministère des Transports, que l'on surveille 24 heures par jour tous ces mouvements sur le réseau routier montréalais. Un réseau de 117 caméras disséminées un peu partout sur l'île et en périphérie permettent aux contrôleurs de réagir rapidement aux différentes situations qui se présentent sur les routes, du simple accident jusqu'à la récupération d'un réfrigérateur. Le centre de contrôle est toujours opérationnel, il y a toujours une équipe qui se relaie. Donc, de lundi au vendredi, samedi, dimanche, jour et nuit. On pourrait penser que la nuit, c'est plus tranquille, mais ce n'est pas le cas. L'hiver, bon, on peut penser au déneigement qu'on effectue sur nos autoroutes pendant la soirée, pendant la nuit. Et l'été, bon, c'est les travaux. Mais tous ces chantiers nécessitent d'importantes démolitions. Rapidement, les citoyens des quartiers touchés s'objectent contre ces projets. À elle seule, la construction de la métropolitaine provoque le déplacement de 400 familles seulement dans sa portion ouest. Dans l'est, ce sera pire. Elle scinde des quartiers complets. On questionne alors la pertinence de tant de nouvelles autoroutes, d'autant plus qu'au même moment, on est à construire un métro. En fait, il y a seule l'autoroute métropolitaine qui, en raison de sa construction sur pilotis dans son tronçon central, permettait une certaine continuité de la trame viaire ancienne et une certaine perméabilité. Mais par la suite, à partir du moment où c'est devenu des autoroutes en site propre, avec toute la logistique d'arrimage aux environnements urbains qui est particulière aux autoroutes, évidemment, là, on a coupé des quartiers complets en deux, on a démoli et ce sont des plaies béantes qu'on n'arrive pas à cicatriser. Mais les Montréalais n'ont encore rien vu. Et dans la foulée de la métropolitaine, un autre projet d'autoroute s'apprête à être lancé. Cette fois, les ingénieurs joueront peut-être d'audace et d'ingéniosité, mais en matière d'urbanisme, ne gagneront certainement pas un premier prix. L'autoroute Décarie était née. Le mardi 25 avril 1967, soit 3 jours avant l'ouverture d'Expo 67, à 6 heures du matin, l'autoroute Décarie et les voies de l'échangeur Turcot sont enfin ouvertes à la circulation. Tout le gratin politique est là. Vous avez même fait plus tôt en autobus une visite du quadrilatère pour voir de plus près l'œuvre. Et ce qu'ils ont vu était impressionnant. Première autoroute construite en dépression au Québec, c'est-à-dire creusée, Décarie a dû se frayer un chemin sur une longueur de près de 5 km à travers un secteur très peuplé. Le but des ingénieurs était de traverser cette zone urbaine sans masquer le paysage. La solution retenue, construire une autoroute en tranchée qui fera ainsi littéralement disparaître les 90 000 véhicules qui devaient emprunter cette voie rapide. Sauf que cette tranchée coupera tout un quartier en deux. Oui, effectivement, c'est un quartier qui a été sévèrement touché. Il a été littéralement éventré pour permettre l'aménagement en tranchée de l'autoroute Décarie. Évidemment, on peut entendre d'abord les conséquences de cette intervention-là, mais au plan visuel, c'est absolument catastrophique. L'autoroute a beau être en tranchée, a beau être en profondeur, il en reste pas moins qu'en surface, on aperçoit un grand vide urbain qui résulte de la démolition massive de bâtiments qui se trouvaient dans son emprise. J'habitais ici, dans cette maison au coin, là. Et mes amis habitaient là où il y a le trou derrière. Et en principe, l'expropriation demandait aux gens de s'en aller.
sans les relocaliser ou sans réintégrer les fonctions de ces gens-là. Il y avait des médecins, des avocats, des notaires. Enfin, l'élite de Notre-Dame-de-Grâce, elle se trouvait dans ce quadrilatère-là. Et quand ça s'est démoli, le quartier a commencé à dépérir, à pourrir, en fait. Il y avait un centre sportif ici, il a disparu. Il n'y avait pas de parc. Tous les parcs sont partis. Et ils ont installé du bruit. Voilà ce qui est arrivé. Bernard Lamarre se souvient d'avoir vendu directement à Jean Lesage, le premier ministre de l'époque, l'idée d'une autoroute en tranchée. Il était alors avec Arthur Branchot, le grand responsable de la voirie au Québec. Pas une autoroute ne se construisait au Québec sans l'accord de Branchot, et Lesage avait justement besoin d'une autre autoroute, en plus de la métropolitaine. Donc, moi, j'ai parlé, mettons, dans notre autoroute, qui est l'autoroute Ville-Marie, puis le boulevard de Carie, ce serait une solution possible, puis qui irait rejoindre ensuite la Pont-Tunnel, la Fontaine. Alors, Branchot, il dit, c'est une bonne idée, il dit, mon jeune, parce que lui, il avait déjà l'âge canonique de 55 ans, mais moi, j'avais 30 ans à peu près. Alors, il dit, tu ne retournes pas à Montréal ce soir, tu s'en viens avec moi à Québec. Puis, demain matin, on va voir M. Lesage, on va lui expliquer ça. Fait que là, sans rendez-vous. Le lendemain matin, à 8 h, on était à la porte du Parlement où M. Lesage entrait d'habitude pour aller à son bureau. Quand on a vu arriver, M. Branchot lui a dit, M. Lesage, on a une maudite bonne idée pour l'autoroute transcanadienne dans Montréal. Alors, il m'a demandé de lui expliquer. Puis après, Branchot, il dit, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et Lesage, tu veux tout gagner, toi, Arthur. Puis, allez, sur sa véhicule. Mais c'est le même que ça s'était décidé. Les travaux commencent le 23 mars 1965. Les chaussettes des 4 voies de l'autoroute des Caries se situent à une profondeur de près de 8 mètres sous le niveau du sol. Pour réussir ce tour de force, il faut déplacer ou reconstruire quelques 32 km de canalisation d'égouts et d'aqueducs, ainsi que creuser 45 tunnels pour faire passer ces conduites à une profondeur de 15 mètres. Des stations de pompage ont même été construites près des voies rapides afin de séparer le système de drainage de surface des réseaux existants. À l'époque, on craignait déjà qu'un violent orage puisse causer le refoulement des égouts sur le pavage des voies rapides. Eh bien, c'est arrivé le 14 juillet 1987. Les travaux avancent rapidement. Les 21 viaducs de l'autoroute des Caries sont réalisés en un temps record de 4 mois. 18 de ces structures sont préfabriquées en poutre d'acier ou en béton précontraint, alors que les 3 autres sont coulées sur place. Mais des 75 millions de dollars consacrés au projet, 25 millions sont dédiés aux seules fins d'expropriation. On rembourse alors 125% de la valeur marchande des propriétés. On achète même le mobilier. Et en plus, il y a compensation de loyer. Au total, 780 locataires sont expulsés. Et ici même, 400 résidences sont expropriées. Bref, on veut passer et à tout prix. Et j'ai pris conscience de la césarienne qui a été créée ici. Et ça m'a mis en furie de constater que mes confrères de collège, tous les ingénieurs, se sont retrouvés à faire du béton comme ça dans notre ville. La motivation, c'est route, 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 voiture, transport, l'habitation zéro. On s'en foutait à l'époque. Bonjour. Alors, c'est votre îlot de tranquillité, ça, dans la ville. Oui. C'est mon îlot de bonheur. André Denis Verville, elle, a décidé d'apprivoiser le monstre. Au cours de l'été, là, la clôture se garnit de vignes, donc on entend beaucoup moins. Et puis quand on est penché par terre, là, on est tellement absorbé par la culture, les fleurs et tout, qu'on n'entend plus rien. Elle y cultive un petit potager
directement sur son dos. J'ai une opinion assez mitigée, mettons, parce que je trouve que, je veux dire, il y a eu comme l'esprit de Notre-Dame-de-Grâce a été brisé. Là, il y a eu comme une brisure, hein, parce qu'il y a la section est, puis la section ouest de Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, c'est sûr que ça crée beaucoup de pollution et puis beaucoup de bruit. Oui, c'est pas agréable de marcher, même le long de Sherbrooke. Non, pas du tout. Le débit quotidien maximal sur l'ancien boulevard des Caries était de 30 000 véhicules par jour. Mais aujourd'hui, plus de 166 000 automobilistes empruntent chaque jour cette artère. Et pour y accéder, ou tout simplement pour en sortir, il faut inévitablement emprunter cet autre monstre urbain, l'échangeur Turcot. L'échangeur Turcot est une catastrophe qu'ils doivent réparer de toute façon tout le temps. Et ça démolit tout un immense quartier industriel qui aurait dû rester là. Et on avait besoin de ces quartiers industriels. Et ça a créé des zones de dépérissement énormes dans Saint-Henri. Tous ces quartiers ont commencé à dépérir carrément là. Aussitôt qu'on met une autoroute quelque part, vous pouvez être sûr que ça diminue la qualité de vie. L'échangeur Turcot constitue la plaque tournante de la circulation dans la région de Montréal. Érigé sur un ancien champ de melons, les fameux melons qui ont fait la renommée de Montréal à une autre époque, cet immense carrefour qui relie les autoroutes 15, 20 et 720 est l'échangeur le plus fréquenté au pays. Cet échangeur regroupe 7,7 km de bretelles se chevauchant sur 3 étages. Techniquement, je pense, il n'y a pas vraiment d'embouteillage. C'est selon les derniers... À ce moment-là, c'était selon les derniers critères de la géométrie. Maintenant, pour moi, il fonctionne très bien. On a vu ça l'autre fois, c'est un échangeur en béton. Ça a plus d'avantages. Mettons, c'est un échangeur en acier. Il y a eu le gros accident de camion qui a eu lieu, qui a brûlé. Mais ça n'a pas affecté la charpente. Si ça avait été une charpente métallique, elle serait écroulée. Mais aurait-on pu faire mieux? Le réseau autoroutier de la grande région montréalaise, construit à la vitesse de l'éclair, est congestionné en permanence. Certaines structures sont usées quand elles ne sont pas carrément dépassées par le temps. Mais peut-on réparer les erreurs du passé? Pour améliorer la circulation sur les grands axes routiers de l'île de Montréal, diverses mesures ont été mises en place. Ainsi, en plus du réseau de caméras de surveillance, on y retrouve 146 stations de détection de véhicules, 5 stations météo routières et 42 panneaux fixes à messages variables. Donc, sur ce tronçon de 45 km, on a des caméras à chaque kilomètre, une couverture complète des échangeurs et aussi nous avons des boucles de détection enfouies dans la chaussée. Ces boucles de détection nous permettent de connaître le nombre de véhicules ou la densité de véhicules qui se présentent sur le réseau. En fait, les boucles de détection, c'est des senseurs. Lorsqu'une masse métallique, tel un véhicule, se traverse la boucle qui est située sous la chaussée, il y a un signal qui est envoyé localement à un contrôleur de terrain. Ce contrôleur communique ces informations à toutes les 20 secondes à la salle de contrôle. Mais toute cette technologie ne suffit pas toujours. Parfois, il faut prendre le taureau par les cornes et régler le problème à la source. Ce qui a été fait à l'échangeur des Pins, l'un des carrefours parmi les plus décriés à Montréal. C'est un des monts favoris, effectivement, parce que c'est une configuration quasi autoroutière en pleine périphérie du centre-ville et d'anciens quartiers résidentiels. Donc, c'est absolument démesuré. Ça engendre des vitesses de pénétration des automobiles dans le centre-ville qui sont considérables. Des phénomènes de bruit aussi, parce qu'on ne ralentit pas ou très peu à l'arrivée dans le quartier à cause de la configuration de l'échangeur. Construit en 1962, l'échangeur des Pins a été conçu à une époque où l'automobile régnait. Sauf que la structure imposait aux automobilistes des choix de dernière minute, des virages trop serrés, sans compter tous les trompes-la-mort que devaient affronter les cyclistes et les piétons.
Donc, les ingénieurs ont travaillé dans la ville comme s'ils étaient en pleine campagne sur un gros échangeur autoroutier. Et c'est ça qui a été l'élément le plus catastrophique. On a donc entrepris la démolition de l'échangeur des pins pour le remplacer par un simple carrefour. Exit le béton qui sera remplacé par 250 arbres. Tout un changement. Il y a eu aussi cette reconfiguration totale que l'on a fait subir au coût de 110 millions de dollars à l'échangeur Acadie qui relie l'autoroute 15 et la métropolitaine. En quelques semaines d'intervalle, à l'été 2005, de violents orages et 50 mm de pluie en quelques minutes ont inondé la structure, révélant des problèmes et des erreurs de conception, mais aussi des faiblesses importantes au réseau d'égouts de la ville. Deux générations de structures s'affrontaient. Les automobilistes ont perdu. Les ingénieurs aussi. Un autre changement radical est souhaité depuis plusieurs années par Luc Durand. L'architecte désire en effet s'attaquer à la structure de l'autoroute des Caries. En fait, il veut la recouvrir et en faire un tunnel, c'est-à-dire recoudre la cicatrice, comme il dit. C'est ma solution, oui. Il s'agit de couvrir l'ensemble du boulevard des Caries et d'en faire un piétonnier, une piste cyclable. Même on pourrait passer avec des chevaux s'il fallait. Il a même déjà réalisé tous les plans et est convaincu de la faisabilité du projet. Ah ben ça serait un beau projet. Si on veut le faire, mettons pour avoir au centre des Caries un peu de parc, des choses comme ça, là, ça pourrait se faire. Ah, il faut oublier ça. Il faut oublier ça parce qu'on n'a pas effectivement les moyens de faire cette chose-là. Ça serait toujours possible si on avait vraiment une demande très, très forte et on dit on le recouvre. Et là, le terrain se vend tellement cher qu'on peut se payer ce type d'opération. On a déjà essayé on essaie de couvrir l'autoroute Ville-Marie. Ça nous prend déjà assez de temps, c'est déjà assez laborieux qu'il faut oublier complètement des Caries. Il est vrai que l'autoroute Ville-Marie, elle aussi construite sur le lit d'une ancienne rivière, donc en dépression, inspire plus d'un urbaniste. Lentement mais sûrement, la tranchée de l'autoroute disparaît sous les boutiques et édifices. La vie urbaine reprend ses droits. Voilà une douce revanche pour les 4000 logements qui ont été démolis sur son passage. Au moment de reconstruction, au tournant des années 60, la métropolitaine, l'autoroute des Caries et l'échangeur Turco, pour ne nommer que ceux-là, étaient synonymes de progrès et de développement. La ville ouvrait ses portes à l'automobile et celle-ci y a élu domicile. La ville de Montréal est un peu comme un adolescent qui arrive, il est tout boutonneux, tout à coup il s'aperçoit qu'il n'y en a plus de boutons, il est capable de recevoir du monde, il va commencer à sortir, il fait l'expo. Et pour faire l'expo, il fallait des équipements. Et on a projeté des équipements en quantité énorme, le métro entre autres, et les îles de l'expo, et il fallait accéder à l'aéroport, il fallait faire des tas de choses. Tout ça, ça s'est fait en trop court temps. Il n'y avait pas de planification à long terme. Des édifices ont été démolis pour faire place à des stationnements. Des rues ont été élargies pour accommoder le flot de circulation. Et le passage des autoroutes divisa la ville en créant des barrières physiques importantes. On croyait alors qu'il n'y aurait pas d'impact négatif. Ou si peu. Il existe un vieil adage dans le milieu lorsque vient le temps de résumer le travail des ingénieurs responsables des autoroutes en milieu urbain. On a donné la clé de la ville aux ingénieurs. Comme disait Jean-Paul Lallier, on ne s'est pas gardé de double, avec pour conséquence qu'on n'a pas été en mesure de s'assurer que les ingénieurs ne faisaient pas du gâchis. On dit toujours ça, que l'art est difficile, la critique est facile. Ils ont critiqué, mais quoi que c'est pas tous les urbanistes. Les Québécois achètent plus de 400 000 voitures neuves par année. En banlieue, on compte parfois plus de voitures que d'habitants. Pire encore, la croissance du parc automobile est 25% plus rapide que la croissance démographique. Et on annonce qu'il y aura d'ici 2016 une augmentation de 2 millions de déplacements par jour dans la seule grande région de Montréal. Le problème de cohabitation entre l'homme et l'automobile en milieu urbain reste donc entier.
Moi, je ne serais pas pessimiste par rapport à Montréal. Je ne suis pas pessimiste parce que il faut voir d'autres villes pour dire qu'on n'est pas si mal. Le problème, c'est le problème des ponts. Et la façon de résoudre ça, c'est par le train de banlieue. Aujourd'hui, il y a des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Le développement rapide du réseau routier québécois a agi comme catalyseur du développement urbain, mais en même temps, il l'a presque étouffé. Partout dans le monde, les dirigeants misent de plus en plus sur la qualité des espaces urbains et la réappropriation des centres-villes par la population. Les ingénieurs et urbanistes qui ont fait preuve de tant d'ingéniosité à construire un réseau à partir de rien doivent maintenant retourner à leur planche à dessin. Peut-être est-il temps de redonner à l'automobile la place dont elle hérite et à l'homme la place qu'il mérite.